Ok, ben, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup de cette invitation. Je suis ravi en fait qu'on commence à faire connaissance, hein, même si c'est déjà en visio. Moi, je m'appelle Clément Mabi, je suis actuellement enseignant-chercheur à l'UTC de Compiègne. Donc, je suis donc à l'UTC et j'arrive à l'INSA. Donc là, je vous fais un petit bonjour de Picardie, mais à partir du 1er juillet, j'ai le plaisir et l'honneur de rejoindre l'INSA. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur en sciences sociales. Mes travaux dont je vais vous parler, je travaille à la croisée en fait de la sociologie des sciences et techniques et de la science politique. Moi, je suis spécialiste des relations entre numérique et démocratie. Je suis spécialiste, j'essaie de comprendre la manière dont les technologies, notamment numériques, comment est-ce qu'elles questionnent le fonctionnement de nos démocraties et comment, en fait, on peut aussi, à l'inverse, essayer de mettre un peu de démocratie dans le fonctionnement des technologies numériques. Et j'ai été recruté cette année pour rejoindre l'INSA sur une CPJ, une chaire de professeur junior, et du coup, qui est intitulée La fabrique de l'esprit critique, sciences, technologies, société et environnement. Et l'idée, ben, c'est que je puisse, à partir de cette chaire, créer une équipe de recherche en sciences sociales, en école d'ingénieur, et venir peut-être aussi partager mon expérience à l'UTC, parce qu'à l'UTC, je suis actuellement aussi directeur adjoint du laboratoire de sciences sociales. On est une équipe de 40 permanents à l'UTC en sciences sociales. On représente une douzaine de disciplines, donc on a un laboratoire assez fondamentalement interdisciplinaire. On est organisé autour de trois équipes. Une équipe qui est plutôt en philosophie, histoire et sciences cognitives, une autre plutôt en socio-économie, et une troisième qui est plutôt orientée socio-sciences po et analyse des usages. Et j'ai longtemps animé les travaux de cette équipe. Et donc l'idée autour de ce recrutement, eh bien, c'est de venir aussi développer cette dynamique à l'INSA et pouvoir mettre à profit mes travaux de la dynamique en cours à l'INSA. Parce que, et je voudrais passer au slide suivant, en fait, mon arrivée aussi, hein, il y a un contexte INSA que vous connaissez, c'est la nouvelle feuille stratégique de l'établissement sur la période 2024-2030. Il y a une série d'objectifs qui ont été fixés, une dizaine d'objectifs, et en gros, ils tournent autour de deux axes, hein. C'est positionner l'INSA comme leader pour imaginer une ingénierie soutenable. Euh, et on pourra revenir tout à l'heure sur ce que ça veut dire justement et qu'est-ce qu'on peut entendre derrière soutenable, hein, parce que il y a évidemment la dimension écologique derrière l'idée de soutenabilité. La soutenabilité, c'est qu'est-ce qui est capable de supporter l'environnement, le autour, le milieu dans lequel on développe des technologies. Mais moi, je défends qu'on peut avoir une acceptation plus large de cette question de soutenabilité et que la soutenabilité des technologies, elle est aussi, je sais pas, cognitive, si on s'intéresse à TikTok, ou elle peut être aussi sociale, politique, si on prend d'autres types de technologies. Et le deuxième axe important dans cette feuille de route, c'est une transformation profonde de la maquette avec une prise en compte des enjeux de soutenabilité et essayer d'instaurer une part d'enseignements plus transversaux, justement pour essayer de nourrir cette dynamique de soutenabilité et d'ingénierie soutenable en introduisant donc une part d'enseignements transversaux orientés sur ces questions. Et le deuxième point de contexte, eh bien, c'est donc la CPJ avec une feuille de route qui est double. C'est d'abord fédérer et développer l'ensemble des actions menées à l'INSA autour des questions de soutenabilité euh, et développer aussi une lecture conceptuelle des questions de soutenabilité ancrée en sciences humaines et sociales. C'est-à-dire, l'idée, hein, c'est participer, contribuer à animer, développer des activités sur les questions de soutenabilité, participer à cette transformation de la maquette, à son évolution. Mais ça, bah, évidemment, c'est avant tout et bien évidemment un travail collaboratif. Je pense que la plus-value des sciences sociales là-dessus, c'est aussi, et je vais essayer de vous en donner un aperçu tout à l'heure, bah, de pouvoir travailler à conceptualiser, à avoir une lecture
plus dense peut-être de ces termes, de ces idées, de ces concepts comme ceux de soutenabilité, de pouvoir les ancrer dans des cadrages théoriques et de pouvoir en proposer une grille de lecture particulière. Donc, je vais essayer de revenir sur euh, 4 points du projet de l'équipe en recherche et puis aussi donner quelques billes sur la manière dont j'envisage les enseignements. Alors, vous allez voir, c'est évidemment à ce stade très programmatique. Je ne suis pas encore arrivé. Donc forcément, on est sur de la projection. Et l'objectif pour moi aussi ce matin, c'est euh, avec le peu de densité que permet Zoom, hein, mais qu'on fasse connaissance quand même, et puis que ça donne aussi des idées pour les uns les autres pour des collaborations à venir, quoi. Voilà, donc je vous livre des choses, des idées, ma vision de certaines choses à ce stade, euh, mais c'est tout à fait évidemment ouvert à discussion, et j'espère que ça suscitera des retours et des pistes de collaboration ensemble. Donc, 4 points sur la recherche. Euh, D'abord, en fait, sur quoi se base la dynamique de la fabrique, hein, comme on va appeler l'équipe, c'est un diagnostic en 3 temps, hein, d'abord. C'est d'abord se dire que, en fait, on se rend compte de plus en plus que globalement, on a du mal à analyser l'activité humaine au prisme des soutenabilités. On a du mal à en faire une priorité de cette affaire. C'est-à-dire que notre capacité à qu'est-ce que notre environnement peut supporter, on a du mal à mettre ça comme une grille de lecture politique, on a du mal à mettre ça comme une grille d'arbitrage pour prendre des décisions et essayer de piloter nos sociétés vers un avenir et vers des modes de vie, mais des modes d'habiter la Terre plus soutenables. On a du mal, on n'y arrive pas trop. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que, il y a aussi une dégradation des relations entre le monde des sciences et techniques et la société. Ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, la cité, elle parvient plus à écouter la science et la connaissance qu'elle produit, ou de moins en moins bien. Et la science et les sciences et techniques sont de plus en plus souvent, et c'est quand même un problème, positionnées du côté du problème que de la solution, quoi. Et je pourrais multiplier les exemples, hein, mais il n'y a qu'à voir les discussions qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps autour de, de l'arrêt d'artificialisation des terres. Voilà, les scientifiques montrent très clairement qu'il va falloir qu'on diminue, qu'on arrête et d'artificialiser les sols et qu'on libère des espaces pour la biodiversité. Eh bien, ces constats scientifiques étayés sont devenus des problèmes politiques. Et je pourrais multiplier les sujets autour des énergies renouvelables, autour de tout un tas de choses qui font que globalement, voilà, on peut faire quand même le constat, et qui est étayé dans la littérature, hein, qu'il y a une dégradation des relations entre le monde des sciences et techniques et la société. Et le troisième constat, c'est que les tentatives qu'il y a eu, hein, et moi je viens de ces courants-là de recherche et de recherche-action aussi autour de ce qu'on appelle la démocratie technique, c'est-à-dire essayer de mettre les sciences et techniques en démocratie. Globalement, le bilan n'est pas reluisant. Ça marche pas si bien qu'on voudrait. Dans mon PowerPoint, j'ai carrément mis échec, mais globalement, les formes de débat public, les formes de débat sur les questions scientifiques et techniques restent assez fragiles. Et en tout cas, quand ils marchent pas si mal, à l'image de la Convention citoyenne pour le climat, où on a produit des choses intéressantes, ils ont du mal à être écoutés. Retour au point 1, quoi. Incapacité à analyser l'activité humaine. Donc face à ce triple constat, l'hypothèse qu'on souhaite défendre dans l'équipe, c'est que pour intégrer cette question des soutenabilités dans les activités humaines, eh ben, c'est une invitation peut-être à repenser notre rapport à la technique. Et c'est une proposition aussi pour penser une technique dans sa dimension capacitante. En fait, l'hypothèse derrière ça, c'est que le, le- le- ne- si on fait un tout petit peu presque de philo des techniques, notre rapport à la technique, il est structuré souvent dans un rapport de puissance. C'est-à-dire que l'homme a une tendance à penser son rapport à la technique pour le rendre plus puissant. Et ça, c'est vrai
depuis tout le temps, hein, dans nos sociétés occidentales. La technique, c'est la prothèse pour être plus puissant. C'est vrai depuis Prométhée, Zeus distribue aux habitants de la Terre des ressources pour habiter la Terre, la vitesse au guépard, la force à l'ours, eh ben, il n'y a plus rien pour l'homme. Et Prométhée, qu'est-ce qu'il fait? Il vole le feu, il vole la technique. Et c'est la technique, le feu, qui lui permet d'être puissant par rapport aux autres animaux. Et on s'est construit dans un imaginaire sociotechnique de la technique qui va nous rendre plus puissants. Le TGV, qui est une démonstration de puissance, etc. Et du coup, je pense que ça, c'est cette lecture-là qui est difficilement compatible avec les enjeux de soutenabilité. On va avoir besoin de réimaginer, de produire des nouveaux imaginaires, des nouveaux discours qui changent le statut de la technique dans la construction de nos sociétés. Et ma proposition, c'est de la penser dans sa dimension capacitante. Capacitante au sens de mettre en capacité les gens d'agir. C'est-à-dire aller regarder de manière située, concrète, à quoi elle sert, comment elle peut être utile, et pas forcément toujours développer les technologies les plus puissantes, alors que parfois, pour certains usages peut-être plus simples, on a besoin de technologies peut-être plus frugales que ce qu'on a à disposition. Donc voilà, l'hypothèse forte, c'est que pour intégrer les soutenabilités, il va falloir repenser un rapport à la technique et basculer d'un modèle de puissance vers un modèle de capacitation. Et ça ouvre deux perspectives. Euh, D'une part, peut-être d'investiguer de nouveaux modes de relations sciences et société. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et d'autre part, je pense que ce type de réflexion se nourrit d'une approche qu'on qualifie de recherche technologique. C'est-à-dire, euh, moi, je pense que pour travailler ces concepts-là, les écoles d'ingénieurs sont un lieu clé et ont cette capacité à- à réfléchir sur la technique, à réfléchir sur la conception et ont la possibilité de proposer des formes d'ingénierie plus soutenables. Et donc, la proposition qui en découle, c'est penser une conception, ce que j'appelle orientée milieu, dans une logique de démocratie technique et de recherche technologique. Alors, derrière ça, il y a trois objectifs. Euh, le premier, c'est intégrer ce qu'on appelle la dimension constitutive des techniques, comme structurante des milieux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Derrière ces mots-clés. La dimension constitutive des techniques, c'est assez simple, hein, dans le fond. C'est dire, en fait, la technique, c'est pas quelque chose qui flotte dans l'air. La technique, elle est constitutive. On ne peut pas considérer les activités humaines sans considérer la relation à la technique. C'est-à-dire que l'homme se développe dans sa relation à la technique. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs de beaucoup d'animaux, hein. C'est ce qui, et donc il faut essayer de reconnaître comment ce couplage entre l'homme et la technique. Et le deuxième point qui va avec, c'est celui de ce qu'on appelle la non-neutralité de la technique. Et moi, ça, j'y tiens beaucoup, hein, c'est de défendre la thèse que la technique n'est pas neutre. C'est-à-dire que si c'est important d'analyser les activités humaines au prisme de la relation avec la technique, une technique n'en vaut pas une autre. C'est-à-dire que la matérialité, la configuration, eh ben, c'est extrêmement important. La relation, en fonction de la manière dont la technique est configurée, n'a pas le même effet. Je vous donne un exemple très clair, hein. En partant de l'inverse, ce serait quoi la thèse de la neutralité de la technique? Bah, la thèse de la neutralité de la technique, c'est quelque chose qu'on entend souvent, notamment du côté des décideurs. C'est par exemple, je ne sais pas si je prends, si on parle, on l'entend souvent là, en ce moment sur l'IA, c'est de dire le problème, c'est pas l'IA qu'il faut réguler, c'est les usages. Il faut réguler les gens, ce qu'ils en font. Il faut réguler la manière dont les gens vont utiliser l'IA. Mais le problème n'est pas l'IA. Bah, en fait, c'est un peu court. Vous voyez? C'est aussi le même discours qui est tenu par la NRA et le lobby des armes aux États-Unis, de dire le problème, c'est pas les armes, c'est les méchants qui tiennent les armes. Ben, en fait, moi, mon point de vue, c'est de dire non, ça marche pas comme ça. Si je prends l'exemple des armes, euh, mettons qu'on ait un duel.
et qu'on se dise on prend tous les deux un couteau. Mais en fait, tiens, Maxime, par exemple, je te donne un couteau à couper le beurre. Et moi, je prends un gros sabre. On a tous les deux un couteau. Mais en fait, la matérialité, la forme de mon couteau, la configuration, va avoir un effet sur la nature des activités qu'on va avoir avec. Toi, tu as intérêt dans le couplage à bien courir, en fait. Et bien, c'est un peu la même chose avec les IA, si tu veux. C'est-à-dire que en fonction de sa configuration, en fonction de la nature, de l'intention qu'elle porte, du projet de sa configuration, elle ne va pas avoir les mêmes effets sur les activités humaines. Et donc, on ne peut pas considérer qu'elle est neutre, que c'est juste un passe-plat. Elle vient modifier les activités humaines. Et le, dans cette idée de conception orientée milieu, comme je dis, donc, c'est-à-dire penser la technique au milieu de ses usages, hein, eh bien, le troisième objectif, c'est de se dire comment on avance là-dessus. Eh bien, je pense qu'on a besoin de créer des espaces pour discuter des enjeux sociétaux avec un souci, au moins dans le temps de ces démarches de discussion et de débat, de limiter les asymétries d'expertise. C'est-à-dire qu'on a besoin de créer des espaces où on forme les gens, on les informe, et on leur donne les outils, notamment sur les questions numériques, hein, pour essayer de réfléchir ensemble à ce serait quoi la société numérique qu'on voudrait voir émerger et comment on peut essayer d'imaginer le numérique de demain. Moi, par exemple, je distingue très souvent, j'essaie d'imposer la distinction entre ce que j'appelle le numérique que nous avons, c'est-à-dire le numérique, souvent qu'un numérique subi, hein, un numérique qui nous est mis dans les pattes, versus un numérique que nous voulons et un numérique qu'on aurait réfléchi, pensé et rendu capacitant. Et du coup, là-dessus, je propose deux entrées qui me semblent être les deux piliers un peu des activités de l'équipe. C'est d'abord construire une pensée critique de la technique avec les ingénieurs, c'est-à-dire réfléchir aux techniques qu'on pourrait avoir besoin pour imaginer une société résiliente, hein, et capable de relever un certain nombre de défis majeurs, notamment ceux imposés par les changements et l'Anthropocène, et une volonté, un souci de prêter attention aux espaces de démocratie technique par le bas, par les territoires, et essayer de voir, en fait, pour le dire autrement, comment au quotidien se formalisent les conflits de valeurs entre des parties prenantes sur les territoires. Par exemple, j'ai des collègues là, avec qui je travaille dans un projet. On est en train de regarder ce qu'on appelle l'IA depuis la rue. Alors, c'est AI from the streets. Et on essaye de se mettre dans une perspective expérientielle des gens. Et c'est quoi, quand on se balade dans une ville de taille moyenne, les interactions qu'on peut avoir potentiellement avec l'IA et comment ça façonne notre quotidien et à quels endroits les gens repèrent des choses, des aspérités, qu'est-ce qui peut être levier de discussion, d'échange. Je vous ai mis là aussi deux exemples, hein, de collectifs que je suis. Un collectif à Nantes qui s'appelle Ping. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'association Ping. Et, sa mission, c'est questionner le monde numérique dans lequel nous vivons et explorer ensemble avec la tête et les deux mains. Comment le numérique transforme la société, quel est son impact. Donc, Ping, hein, a une vocation à la fois d'éducation populaire et en gros, ils font des conférences, ils ont un Fab Lab, ils ont des ateliers, des repair café là, pour réparer des choses, etc. Et leur idée, c'est de réfléchir à c'est quoi des technologies capacitantes, à quelles conditions les gens, ça leur est utile, et puis en même temps, de les former, de les rendre sensibles et curieux aux enjeux de la société numérique. Donc, typiquement, moi, j'ai des terrains en cours avec eux, on collabore pour essayer de voir ce serait quoi des technologies soutenables et des manières d'embarquer les citoyens dans les enjeux de soutenabilité. Un autre exemple de collectif qui m'intéresse, c'est une association qui s'appelle les designers éthiques. Et c'est une association. Pardon? Qui explore les pratiques de conception numérique. Et en fait, en gros, c'est un collectif qui rassemble des professionnels du monde du numérique et des chercheurs et des associatifs pour essayer
de poser les bases d'une manière de concevoir le numérique qu'ils appellent plus éthique. Alors moi, du coup, ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est de voir ils mettent quoi derrière cette idée d'éthique. C'est quoi les dimensions qui, eux, leur paraissent importantes? Est-ce que c'est des enjeux d'éco-conception? Est-ce que c'est des enjeux voilà, de soutenabilité plutôt cognitive? Et en fait, on se rend compte que c'est un peu à la croisée de différents mondes, hein, et qu'en fonction d'où on parle, on n'a pas forcément la même vision de ce que c'est que la soutenabilité. Donc, derrière cet objectif, je, pour moi, j'ai trois concepts, trois mots-clés que je vais essayer de faire infuser dans les travaux de l'équipe à ce stade, et qui me semblent assez structurants dans la démarche telle que je la propose. D'abord, c'est celui, et j'ai beaucoup dit, et peut-être que je le définis un peu tard, désolé, c'est cette idée de milieu associé, comme on dit. En fait, c'est cette idée que si on est d'accord pour dire que l'homme, le vivant et la technique se co-construisent, et ben en fait, cette dynamique relationnelle entre l'homme et la technique, elle ne peut pas se comprendre en dehors, elle prend sens, la co-construction, que dans le milieu, dans le autour de la technologie, là où il est utilisé, là où il est développé. Et il faut essayer de regarder ce fameux autour, ce fameux milieu associé. Et en fait, c'est ces conditions, qu'est-ce qui est réuni autour qui donne du sens à la technique. Et en fait, ça va avec l'idée que c'est pas neutre. Si c'est pas neutre, c'est parce que ben, ça prend du sens qu'en fonction de ce qu'on produit, de l'intention qu'on y met et des acteurs qui l'utilisent. Le deuxième concept, c'est celui de soutenabilité, avec cette idée que concilier le développement de nos sociétés et les sollicitations que nos milieux peuvent endurer. Moi, c'est vraiment ça ma préoccupation, hein, c'est de dire qu'est-ce qu'on est capable d'endurer, jusqu'à quel moment il faut dire stop. Et les soutenabilités, elles peuvent être de différents ordres, hein, comme je disais tout à l'heure, écologique, cognitif, social et politique. À quel moment on se dit que TikTok, c'est une machine à épilepsie et puis il faut peut-être arrêter des choses? À quel moment on se dit que Uber est en train de détruire nos modèles de protection sociale et que peut-être faut arrêter? C'est pas soutenable. Euh, et que des giga data centers qui réchauffent les mers, c'est peut-être pas soutenable sur le plan écologique. Donc, le concept de soutenabilité, je le préfère, moi, à celui de durabilité, parce que, ou même de transition écologique, hein, je parle assez facilement de transition écologique, on pourrait y revenir, mais l'entrée par la soutenabilité, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a un dedans et un dehors, c'est qu'il y a des trucs qui ne sont pas soutenables, il ne faut pas avoir peur de se le dire, et il y a une limite. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer ensemble, il y a des choses, au bout d'un moment, on ne peut plus. Et ce qui devient une question de recherche aussi, c'est de se dire, mais comment on choisit ce on peut plus? Ben ça, je pense que c'est quand même une question profondément collective et profondément démocratique. Et le troisième concept, c'est celui de technologie capacitante, c'est-à-dire une préoccupation pour la capacité, ce que je disais tout à l'heure, hein, enfin, la possibilité de, mettre de donner à des individus, les mettre en capacité d'agir pour transformer les milieux associés. Donc ça, c'est vraiment les trois concepts qui, pour moi, sont clés, hein. Euh, Considérer les technologies depuis le milieu associé, penser leur impact en termes de soutenabilité et essayer de gérer cet impact en mettant en avant la dimension capacitante des technologies et pas forcément toujours une logique de puissance euh, euh, qui serait toujours la plus gourmande en ressources, évidemment. Donc, comment est-ce que j'espère déployer ça? Ben là, c'est là où je commence aussi à faire des appels du pied, à dire que je suis tout à fait évidemment ouvert à la discussion, au travail. Moi, à l'UTC, j'ai déjà, je co-encadre déjà un certain nombre de thèses et je pense que ça, c'est un outil quand même très intéressant pour apprendre à se connaître, dialoguer. Euh, il
y a d'autres espaces aussi sur le plan plus pédagogique, hein, j'y crois beaucoup, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant de monter des recherches ensemble, de pourquoi pas collaborer autour de dépôts de projets, évidemment. Et puis, un autre truc, je crois aussi beaucoup de travailler avec à sensibiliser les acteurs du territoire et les partenaires sur les enjeux de la soutenabilité technologique et ce serait quoi la soutenabilité du territoire breton, hein, avec, je sais pas, moi, dans le domaine que je connais un peu, dans l'agroalimentaire, aller voir à la Cooperl et discuter, bah, ce serait quoi exactement la soutenabilité de l'agriculture hein, et de l'agroalimentaire, de l'agriculture intensive aujourd'hui, demain, comment on imagine les transformations, etc. Voilà, c'est des choses que je souhaiterais pouvoir développer dans l'équipe. Et puis, j'espère bien bah, qu'on va avoir un certain nombre d'activités peut-être plus classiques hein, de recherche, notamment aussi en développant du réseau hein, académique et en ouvrant la piste à l'organisation de séminaires, de colloques autour de ces enjeux et sûrement aussi des dispositifs pour intégrer des espaces de discussion et de dialogue avec les autres acteurs du territoire sur des questions pour penser ensemble des formes de soutenabilité. Donc, dans le reste du temps qui m'est imparti, je voulais vous dire deux mots quand même sur les enseignements. Euh, euh, voilà, moi, en gros, à ce stade, je pense qu'il faut se mettre un peu des idées de compétences hein, à apporter aux ingénieurs aussi en tant que futurs managers. Euh, et je pense que c'est ce que j'appelle ce regard socio-technique pour former des ingénieurs responsables et citoyens. Et ben, ça a un certain nombre de vertus dans une formation, notamment celui quand même d'apprendre à se décentrer, à prendre du recul et aussi au bout d'un moment à choisir, développer du leadership euh, et avoir un regard systémique en fait sur les transitions. Parce que moi, ce que je dis tout le temps à mes étudiants à l'UTC, c'est que les cours que je leur donne, euh, eh bien, mon idée, c'est de mettre trois choses dans le portrait robot de l'ingénieur contemporain. C'est un ingénieur qui soit évidemment aujourd'hui sensible aux enjeux de transition écologique et de soutenabilité, un ingénieur qui soit sensible aussi à l'importance d'une gouvernance horizontale de l'innovation et peut-être même plus largement de la société. Moi, je pense qu'on ne pourra pas mettre la société en transition juste en lui disant de haut en bas, maintenant, il faut transitionner. Euh, Ça, c'est peut-être ce qui fait que des fois, je ne suis pas très à l'aise avec des approches comme celle de Jean Covici ou du Shift Project. Et troisièmement, c'est un ingénieur qui soit en capacité d'avoir un regard systémique sur les choses. C'est-à-dire que mieux comprendre c'est quoi les enjeux écologiques aujourd'hui, les dérèglements climatiques, etc., c'est une chose. Mais je pense que on a besoin aussi d'intégrer ça dans des problématiques sociales, sociétales, d'être en capacité de se dire, mais pourquoi est-ce que les gens se mobilisent pas alors que le GIEC nous dit que c'est urgent? Ben maintenant, on a quand même une littérature bien épaisse en sociologie pour qui nous explique ça, et notamment celle de se dire que voilà, en fait, si les gens ne bougent pas assez, c'est aussi parce que le levier pour te sentir concerné, c'est souvent tes intérêts. Quand tes intérêts ils sont directement touchés, donc comment on fait pour toucher les intérêts des gens? Comment on fait pour qu'ils y trouvent un intérêt? Et ça, je pense que ça passe par de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits, de nouveaux discours. Très rapidement, voilà, ça, on peut en discuter, hein, mais je pense que dans mes enseignements, et ça, c'est basé sur ce que je faisais à l'UTC, hein, classiquement, c'est à la fois de la démarche projet, je fais aussi beaucoup d'enquêtes collectives et d'expérimentation, des apports de connaissances, évidemment. En gros, moi, ce que j'essaye d'apporter à des élèves ingénieurs, je cherche évidemment pas ce qui maîtrisent des biblios compliqués en sciences sociales, hein. Ça, je crois que c'est pas ma priorité, très honnêtement, en tant qu'enseignant dans une école d'ingénieur. Moi, ma priorité, c'est de leur faire comprendre l'intérêt de conceptualiser depuis les sciences sociales. C'est-à-dire,
je crois que j'arrive à leur apporter d'utile, c'est quand même, ça veut dire quoi problématiser depuis les sciences sociales? Ça veut dire quoi? Regarder un truc, être capable de déplier de la complexité, de se dire, ah bah ouais, en fait là, ça pose problème à qui, de quoi, quelle est la place de la technique, et d'être capable de cartographier, d'être capable d'avoir un regard systémique et complexe sur une question, et de se rendre compte que, en fait, il y a beaucoup plus de choses interreliées qu'on ne croit, et d'être capable aussi d'avoir une feuille de route pour agir dans ce monde incertain et complexe. Et enfin, il me semble important de mobiliser aussi les étudiants et les acteurs locaux. Moi, j'ai testé et j'ai l'occasion, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais dans mon parcours, moi, je fais aussi beaucoup de démocratie technique. C'est-à-dire que j'ai été expert et membre de comité de pilotage pour de nombreux dispositifs de démocratie participative. J'ai fait des débats, j'ai été organiser des débats publics sur les éoliennes en mer, sur les déchets nucléaires et tout un tas de sujets. Et j'aimerais bien, par exemple, en déployer aussi au sein de l'INSA, faire une petite conférence de citoyens sur le modèle de la conférence pour le climat, mais une petite. Et par exemple, essayer de réfléchir ensemble à ce serait quoi le numérique que nous voulons à l'INSA ou qu'est-ce qu'on aimerait développer comme forme d'ingénierie soutenable. Euh, et donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses à imaginer, à la fois avec les étudiants et évidemment avec en gros avec la communauté INSA élargie, quoi. Et enfin, moi, un de mes projets que j'ai dans un petit coin de la tête et que j'aimerais développer dans les temps qui viennent, j'aimerais bien, à l'échelle INSA, et puis évidemment, donc là, évidemment, beaucoup plus largement, développer un projet d'Erasmus Mundus sur les questions d'ingénierie soutenable, et pourquoi pas autour du numérique que nous voulons. Parce qu'à l'UTC, là, je participe, j'enseigne dans un Mundus. C'est donc un master européen où les étudiants circulent en fonction des années chez différents partenaires. Et j'ai trouvé ça quand même génial, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une qualité d'enseignement, d'étudiants, on arrive à produire des choses, il y a des moyens associés qui sont quand même, couvrent des perspectives extrêmement intéressantes pour conceptualiser en ayant dans cette optique qui, moi, incarne vraiment ce que j'essaie d'apporter, ma vision de l'enseignement, qui est le faire pour comprendre et le comprendre pour faire, quoi. Voilà, donc j'ai essayé de vous présenter je pense que c'était un peu dense là, en une demi-heure, mais euh, les premières réflexions sur les travaux de l'équipe tels que je souhaiterais initier la dynamique, et puis une vision un peu générale de la manière dont j'aimerais bien que ça vienne infuser les enseignements. Et bah, écoutez, je vais m'arrêter là et puis je vous remercie évidemment d'abord de votre attention et puis je me réjouis des discussions qu'on va pouvoir avoir ensemble. D'abord là pendant la demi-heure qui reste en Zoom et puis à partir du 1er juillet évidemment en présentiel. Merci beaucoup.